Voyage autour de ma chambre, Xavier Demestre. Je pourrais commencer l'éloge de mon voyage par dire qu'il ne m'a rien coûté. Cet article mérite attention. Le voilà d'abord prôné, fêté par les gens d'une fortune médiocre. Il est une autre classe d'hommes auprès de laquelle il est encore plus sûr d'un heureux succès, par cette même raison qu'il ne coûte rien. Auprès de qui donc ? Quoi ? Vous le demandez ? C'est auprès des gens riches. D'ailleurs, de quelles ressources cette manière de voyager n'a-t-elle pas pour les malades ? Ils n'auront point à craindre l'intempérie de l'air et des saisons. Pour les poltrons, ils seront à l'abri des voleurs. Ils ne rencontreront ni précipices, ni fondrières. Des milliers de personnes qui avant moi n'avaient point osé, d'autres qui n'avaient point pu, d'autres enfin qui n'avaient pas songé à voyager vont s'y résoudre à mon exemple. L'être le plus indolent hésiterait-il à se mettre en route avec moi pour se procurer un plaisir qui ne lui coûtera ni peine ni argent ? Courage donc, partons. Suivez-moi. Vous tous qu'une mortification de l'amour, une négligence de l'amitié retiennent dans votre appartement, loin de la petitesse et de la perfidie des hommes. Que tous les malheureux, les malades et les ennuyés de l'univers me suivent. Que tous les paresseux se lèvent en masse. Et vous, qui roulez dans votre esprit des projets sinistres de réforme ou de retraite pour quelque infidélité, vous qui, dans un boudoir, renoncez au monde pour la vie, aimables anachorètes d'une soirée, venez aussi, quittez, croyez-moi, ces idées noires. Vous perdez un instant pour le plaisir sans en gagner un pour la sagesse. Daignez m'accompagner dans mon voyage. Nous marcherons à petites journées, en riant, le long du chemin, des voyageurs qui ont vu Rome et Paris. Aucun obstacle ne pourra nous arrêter, et nous livrant gaiement à notre imagination, nous la suivrons partout où il lui plaira de nous conduire. Ma chambre est située sous le 45e degré de latitude selon les mesures du père Beccaria. Sa direction est du levant au couchant. Elle forme un carré long qui a 36 pas de tour en rasant la muraille de bien près. Mon voyage en contiendra cependant davantage, car je la traverserai souvent en long et en large ou bien diagonalement, sans suivre de règles ni de méthode. Je ferai même des zigzags et je parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie, si le besoin l'exige. Je n'aime pas les gens qui sont aussi forts les maîtres de leurs pas et de leurs idées, qui disent « Aujourd'hui, je ferai 3 visites, j'écrirai 4 lettres, je finirai cet ouvrage que j'ai commencé. » Mon âme est tellement ouverte à toutes sortes d'idées, de goûts et de sentiments. Elle reçoit si avidement tout ce qui se présente. Et pourquoi refuserait-elle des jouissances qui sont éparses sur le chemin difficile de la vie ? Elles sont si rares, si clairsemées, qu'il faudrait être fou pour ne pas s'arrêter et se détourner même de son chemin pour cueillir toutes celles qui sont à notre portée. Il n'en est pas de plus attrayante, selon moi, que de suivre ces idées à la piste comme le chasseur poursuit le gibier sans affecter de tenir aucune route. Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je parcours rarement une ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. De là, je pars obliquement pour aller à la porte. Mais, quoiqu'en partant mon intention soit bien de m'y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon et je m'y arrange tout de suite. C'est un excellent meuble qu'un fauteuil. Il est surtout de la dernière utilité pour tout homme méditatif. Dans les longues soirées d'hiver, il est quelquefois doux et toujours prudent de s'y étendre mollement, loin du fracas des assemblées nombreuses. Un bon feu, des livres, des plumes, que de ressources contre l'ennui! Et quel plaisir encore d'oublier ses livres et ses plumes pour tisonner son feu en se livrant à quelque douce méditation ou en arrangeant quelques rimes pour égayer ses amis.
Les heures glissent alors sur vous et tombent en silence dans l'éternité sans vous faire sentir leur tristesse de passage. Un peu plus loin dans le livre. Avant d'aller plus loin, je veux détruire un doute qui pourrait s'être introduit dans l'esprit de mes lecteurs. Je ne voudrais pas, pour tout au monde, qu'on me soupçonnât d'avoir entrepris ce voyage uniquement pour ne savoir que faire et forcé en quelque manière par les circonstances. J'assure ici, et je jure, par tout ce qui m'est cher, que j'avais le dessein de l'entreprendre longtemps avant l'événement qui m'a fait perdre ma liberté pendant 42 jours. Cette retraite forcée ne fut qu'une occasion de me mettre en route plus tôt. Je sais que la protestation gratuite que je fais ici paraîtra suspecte à certaines personnes. Mais je sais aussi que les gens soupçonneux ne liront pas ce livre. Ils ont assez d'occupations chez eux et chez leurs amis, et ils ont bien d'autres affaires. Et les bonnes gens me croiront. Je conviens cependant que j'aurais préféré m'occuper de ce voyage dans un tout autre temps, et que j'aurais choisi pour l'exécuter le carême plutôt que le carnaval. Toutefois, des réflexions philosophiques qui me sont venues du ciel m'ont beaucoup aidé à supporter la privation des plaisirs que Turin présente en foule dans ces moments de bruit et d'agitation. Il est très sûr, me disais-je, que les murs de ma chambre ne sont pas aussi magnifiquement décorés que ceux d'une salle de bal. Le silence de ma cabine ne vaut pas l'agréable bruit de la musique et de la danse. Mais parmi les brillants personnages qu'on rencontre dans ces fêtes, il en est certainement de plus ennuyé que moi. Et pourquoi m'attacherais-je à considérer que ceux qui sont dans une situation plus agréable, tandis que le monde fourmille de gens plus malheureux, que je ne suis de la mienne ? Au lieu de me transporter par l'imagination dans ce superbe casin, je n'ai qu'à m'arrêter un instant le long des rues qui y conduisent. Un tas d'infortunés, couchés, à demi nus, sous les portiques de ces appartements somptueux, semblent près d'expirer de froid et de misère. Quel spectacle! Je voudrais que cette page de mon livre fût connue de tout l'univers. Je voudrais qu'on sût que dans cette ville, où tout respire l'opulence, pendant les nuits les plus froides de l'hiver, une foule de malheureux dorment à découvert, la tête appuyée sur une borne ou sur le seuil d'un palais. Ici, c'est un groupe d'enfants serrés, les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid. Là, c'est une femme tremblante et sans voix pour se plaindre. Les passants vont et viennent, sans être émus d'un spectacle auquel ils sont accoutumés. Le bruit des carrosses, la voix de l'intempérance, les sons ravissants de la musique se mêlent quelquefois aux cris de ces malheureux et forment une horrible dissonance. Celui qui se presserait de juger une ville d'après le chapitre précédent se tromperait fort. J'ai parlé des pauvres qu'on y trouve, de leurs cris pitoyables et de l'indifférence de certaines personnes à leur égard. Mais je n'ai rien dit de la foule d'hommes charitables qui dorment pendant que les autres s'amusent, qui se lèvent à la pointe du jour et vont secourir l'infortune, sans témoin et sans ostentation. Non, je ne passerai point cela sous silence. Je veux l'écrire sur le revers de la page que tout l'univers doit lire. J'ai voulu dire quelque chose de ces malheureux dans mon voyage, parce que l'idée de leur misère est souvent venue me distraire en chemin. Quelquefois frappé de la différence, de leur situation et de la mienne, j'arrêtai tout à coup ma berline, et ma chambre me paraissait mais prodigieusement embellie. Quel luxe inutile! 6 chaises, 2 tables, un bureau, un miroir. Quelle ostentation! Mon lit surtout, mon lit couleur de rose et blanc, et mes 2 matelas. Il me semblait me défier la magnificence et la mollesse des monarques de l'Asie. Ces réflexions me rendaient indifférent les plaisirs qu'on m'avait défendus. Voilà, si vous voulez la fin du livre, il suffit d'aller le chercher.